Les bénévoles de Lire et Faire Lire lisent beaucoup de contes lors de leurs séances de lecture. C'est un des types de textes privilégiés avec les albums. Pour rappel, les bénévoles de Lire et Faire Lire sont vraiment dans la lecture des textes. Il y a une différence entre lire, raconter et conter. Lire, c'est vraiment mettre sa voix au service du texte, coller au plus proche du texte écrit par l'auteur. Raconter, c'est en dire plus que le texte, c'est déborder un petit peu tout en gardant comme base le texte du livre. Et conter, c'est un art bien spécifique, beaucoup plus proche du théâtre, qui donne toute sa place à l'oralité. Le conte, c'est une histoire, mais toutes les histoires ne sont pas des contes. Et pour faire le tri, la définition la plus simple d'un conte, c'est qu'il est populaire, anonyme et non datable. Il a été transmis de bouche à oreille pendant des générations. On ne sait pas qui l'a inventé et on ne sait pas quand il a commencé à être raconté. Le conte, c'est aussi un style. C'est pour ça qu'on parle de littérature orale. Il était une fois un roi qui avait 3 filles. La 3e était belle comme le cœur du matin. Je vous ai dit que c'est un conte merveilleux, et que la petite 3e est l'héroïne, mais je l'ai dit en vous faisant basculer dans une langue poétique. Ça, c'est la définition du conte. Il n'y a rien de plus culturel qu'un conte. Quand je collecte sur un terrain un conte populaire, je ne peux le comprendre qu'à l'aune de la vision du monde du groupe qui le transmet. Si un groupe social a transmis un conte pendant des générations, c'est que ce conte porte en lui les valeurs du groupe. Et par ailleurs, il y a une universalité. Je peux aborder un conte d'une culture que j'ai quand même pris un peu la peine d'étudier, et avec mes histoires et mes géographies personnelles, et un auditoire avec des géographies et des histoires personnelles différentes, on peut partager un moment qui parle de nous ensemble. Et essentiellement, les contes merveilleux, par exemple, ce que nous appelons populairement les contes de fées, ils ne sont jamais enfants uniques. Les contes merveilleux fonctionnent toujours en bande organisée, c'est-à-dire qu'on peut presque toujours en trouver des versions dans d'autres cultures. Et dans les contes merveilleux, en fait, sont mises en scène nos pulsions archaïques universelles, humaines, tout ce qu'on a de plus basique. En gros, ces contes nous disent, bon, ça, c'est humain, mais il y a une norme, une règle, une loi sociale. Un père n'épouse pas sa fille, une mère ne peut pas épouser son fils, etc., etc. Donc il y a des valeurs universelles, mais qui sont déclinées dans chaque culture selon le fonctionnement, le système familial, la vision du monde de chaque culture. Quand j'ai un album entre les mains et je ne sais pas s'il a été édulcoré ou pas, le seul critère qui puisse m'aider, c'est d'aller voir des versions populaires de ce conte et je peux les comparer. Les premiers contes édulcorés sont bien sûr ceux de Perrault. Et en France, quand on dit conte, les gens entendent tout de suite Perrault, les frères Grimm et les studios Disney. Et puis aujourd'hui, il y a certaines maisons d'édition qui, sans annoncer la couleur, proposent des choses dans le genre « nos classiques pour nos tout-petits », où on dit que c'est à partir de 3 ans, et on essaye de tronquer, casser, vider des contes merveilleux comme Cendrillon ou Blanche-Neige, qui au départ ne sont absolument pas destinés pour les tout-petits. Mais il y a des contes pour les plus petites personnes dans toutes les cultures. En France, on a la chance, pour cette classe d'âge, c'est-à-dire nos tout-petits, d'avoir la collection à Petit Peton, chez Didier Jeunesse, par exemple. Pour les plus grands, il y a d'autres collections qui sont vraiment fiables,
Chez Didier Jeunesse, il y a les Contes du Monde, mais il y a la collection Paroles de conteur chez Syros Éditeur. Pour celles et ceux qui veulent lire des contes collectés dans la tradition orale, il y a une collection absolument incontournable chez l'éditeur José Corti, la collection Merveilleux. Et là, on a des sources absolument extraordinaires. En jeunesse, il ne faut pas oublier aussi l'école des loisirs, qui est mélangée entre romans et autres qu'on ne peut pas identifier. Il y a une collection entière de contes du monde et il y a de très très belles choses là-dedans aussi. Mais c'est à vous de voir. Lisez, plus vous lirez de contes et plus vous créerez des outils pour faire le tri. Et puis il y a dans l'édition tout ce qu'on appelle les contes détournés, quand en fait beaucoup ne sont pas détournés du tout. Il y a par exemple des petits chaperons rouges qui mangent un loup, ou les 3 cochons qui cuisent le loup et qu'ils mangent. Là, c'est détourné parce qu'on a mis le bazar dans la dramaturgie du conte traditionnel. Proposer ça à une petite personne, de mon point de vue, ne rime à rien si on n'a pas au préalable proposé une version populaire du conte pour que l'enfant comprenne où est le détournement. Et c'est là que réside, on va dire, la drôlerie ou l'intérêt de ce détournement. Mettre un conte à l'envers. Et puis, il y a des œuvres qui peuvent être formidables, qui sont juste inspirées d'un personnage de conte. Donc, on peut avoir un héros ou une héroïne de conte, mais dans une dramaturgie qui n'a rien à voir avec un conte. Je peux mettre une femme d'âge mûr, par exemple, et l'appeler Cendrillon. Et ça se passe en milieu urbain. C'est pas un conte détourné, c'est un clin d'œil à un conte ou un emprunt d'un personnage ou d'un nom. Voilà, une petite allusion. Et puis il y a des albums formidables qui sont écrits comme un conte, mais qui sont une création d'auteur. Je pense à un album sur lequel j'ai travaillé avec des scolaires, Hautevin, le prince qui vivait dans 2 mondes. C'est un roi qui a 3 fils. Il y en a un qui naît avec les yeux en or, l'autre les oreilles en or, l'autre la bouche en or. Donc il y en a un qui est aveugle, l'autre qui est sourd, l'autre qui est muet. Ça se passe dans le Grand Nord. Les illustrations sont un peu à la Bilibine, c'est-à-dire russe années 50. Magnifique récit, comme un conte, mais c'est une création. Et il faut le lire aussi. La première étape, c'est le choix de l'album ou du recueil. Questionner la langue, puisque dès que je lis à haute voix, il faut que ça soit musical, rythmé, qu'il y ait des pauses, des silences, des assonances. Donc, selon vos goûts, vous choisirez les albums où il y a cette langue de l'oralité, cette langue vivante. Et puis, le conte, je ne peux pas le couper en morceaux. Je commence jusqu'au bout, je finis. Lire avec plaisir. Ce que vous lisez, si vous êtes heureux de le faire, c'est la première chose que vous transmettez, votre bonheur d'être là. Si l'histoire vous inquiète, ne la lisez pas, parce que vous transmettrez votre inquiétude avant tout. Donc, le seul conseil, choisissez des albums qui vous font plaisir, et puis faites-vous plaisir. Où les contes m'ont beaucoup intéressée, c'est que je voulais dépasser un peu les contes que les enfants connaissent. Les enfants connaissent les contes qu'il y a eu suite aux différents films de Walt Disney, mais c'est vrai que cette littérature qui est d'une richesse incroyable et qui est quand même, disons qu'il faut partie de notre culture.
Il faut absolument, moi je veux aborder avec les enfants des contes qui sont complètement inconnus. Indépendamment des contes qui sont inconnus pour eux et que nous avons dans notre littérature, il y a tous ces contes qui ont été repris par différents auteurs dans tous les pays du monde. Il faut aller trouver dans un pays par ailleurs le conte qui correspond au nôtre. Et à partir de là, essayer de faire sur une même séance la lecture des deux contes. Parce que je crois que les enfants, dans un premier temps, pensent que le conte, c'est à nous. Ils n'ont pas, surtout les plus petits, ils n'ont pas l'idée qu'on en raconte partout. Par exemple, quand je lis un conte d'un autre pays, j'ai aussi une petite map monde avec moi et je leur montre où se trouve le pays. On dit voilà, la France est là. Bon, ça c'est un conte japonais, ça c'est un conte tunisien. Et à partir de là, on aborde aussi d'autres choses. En plus, ça détend un tout petit peu l'atmosphère, ça leur permet de bouger un petit peu. Lors d'une séance de lecture, en premier lieu, on fait comme habituellement, je vais chercher les enfants, on s'installe, on se demande si tout va bien. Et à ce moment-là, on me pose la question, qu'est-ce que tu nous racontes? Et je dis tout de suite, moi je ne raconte pas, je lis. Voilà, aujourd'hui, je vais vous lire ce conte-là. Et un conte, au niveau des CP, des CE1, ça tient 7-8 minutes, à peu près. Bon, là, on s'arrête un petit peu. Et là, je sors le conte d'un autre pays. Je le lis. Et là, je pose la question, et alors? Et là, la discussion vient. Oui, mais il y avait ça. Avez-vous trouvé que c'était la même chose? Ils ont envie de donner un avis tout de suite, quand c'est chaud. Quand, disons, on a fini la lecture, et là, il y a des avis. Quand je fais les comptes sur une année, j'essaye de trouver un peu des contes semblables pendant un certain temps. Bon, à un moment donné, on fait des contes sur les animaux. À partir des contes sur les animaux, on peut aller dans plusieurs endroits. Après, on va faire ce qu'on appelle les contes merveilleux, qui sont avec les fées. Il y aura les contes facétieux, qui, eux, sont plus drôles, ont de l'humour. Donc, mais je crois qu'il faut, pour arriver à ce que les enfants comprennent bien, c'est les faire un petit peu par série. On a plusieurs centres de ressources, Centre national de littérature jeunesse à la Bibliothèque nationale. Alors là, il y a un fonds sans fin. Et puis, il y a l'association Calliope. C'est le fonds de documentation du Clio. Il y a aussi les bibliothèques publiques un peu partout. Et puis, il y a la curiosité, c'est quand même le meilleur fonds.